Eh bien, bonjour à tous. Nous allons maintenant donc aborder l'étude du chapitre 4 de ce cours de physiologie cardiaque. Et ce chapitre va porter sur l'étude de la pompe cardiaque, du débit et de son contrôle. Donc nous allons aborder successivement les phénomènes mécaniques du cycle cardiaque. Nous étudierons la courbe pression-volume du ventricule gauche. Nous verrons qu'il est possible d'enregistrer des bruits cardiaques et nous étudierons leur correspondance physiologique. Nous parlerons de la relation qui existe entre la longueur et la tension d'une cellule musculaire. Et enfin, nous parlerons d'un point très important qui est celui qui concerne le débit cardiaque et son contrôle. Un seul schéma peut permettre de décrire ce que l'on appelle la révolution cardiaque. Révolution qui est une série d'événements qui composent la contraction puis la relaxation cardiaque. Nous allons d'abord énumérer les différents paramètres présentés sur ce schéma. Retenez que ce schéma concerne ici le cœur gauche. On parlera de l'oreillette et du ventricule gauche. Un schéma assez semblable concernant le cœur droit pourrait être utilisé pour illustrer le cycle cardiaque. La différence porterait alors sur les niveaux de pression atteints par le ventricule droit qui sont inférieurs à ceux atteints par le ventricule gauche. Pour illustrer cette différence ventricule droit-ventricule gauche, voici un schéma qui représente un cycle cardiaque où nous aurons illustré en rouge et de haut en bas les pressions aortiques, intraventriculaire gauche et intra-auriculaire gauche. Puis en bleu, les pressions enregistrées dans l'artère pulmonaire, la pression enregistrée dans l'oreillette droite et dans le ventricule droit. Vous comprendrez alors que, pour des raisons purement graphiques, encore une fois, il est plus commode de décrire le cycle des événements cardiaques en utilisant les mesures effectuées au niveau du cœur gauche. Dans la partie supérieure de ce schéma, nous trouverons un tracé d'un électrocardiogramme avec les différentes déflexions caractéristiques de la dérivation des deux et que vous connaissez maintenant. Puis, en dessous, nous trouvons un tracé d'un phonocardiogramme qui, lui, enregistre les bruits du cœur. Ce sont donc des bruits physiologiques sur lesquels nous reviendrons. Dans la partie médiane de ce schéma se superposent trois courbes de pression exprimées en millimètres de mercure. La pression aortique, aussi appelée pression artérielle, est illustrée en vert. La pression intraventriculaire gauche est-elle illustrée en orange et la pression intra-auriculaire gauche en jaune. Nous voyons que ces pressions vont fluctuer au cours d'un cycle cardiaque pour passer chacune d'entre elles par un maximum et par un minimum. Dans la partie basse de ce schéma se trouve la courbe de volume intraventriculaire exprimée en millilitres. Là encore, cette courbe montre que le volume intraventriculaire passe par un minimum nommé VTS pour volume télésystolique et par un maximum nommé VTD pour volume télédiastolique. La différence entre VTD et VTS et ce que l'on appelle le VS, notez ici VS, ou quelquefois VES pour volume d'éjection systolique. Dans la dernière partie de ce schéma, enfin, sont résumés les états d'ouverture et de fermeture des valves auriculo-ventriculaires, tout en bas, et sur la ligne juste au-dessus, de la valve aortique et de la valve pulmonaire. Elles peuvent être dans des états ouvertes, dans un état ouvert ou dans un état fermé. Cette représentation est souvent complétée enfin par l'illustration des transferts des masses sanguines dans les cavités cardiaques et aussi par la numérotation des phases du cycle cardiaque. Cependant, la numérotation ne fait pas l'objet d'un consensus, donc plutôt que retenir des numéros de phase tels qu'on a pu le faire pour les potentiels d'action par exemple, je vous demanderai ici de ne retenir que les noms des différentes phases du cycle cardiaque, et non pas les numéros. Comme le sang circule de façon ininterrompue et que les cycles cardiaques se succèdent les uns aux autres,
nous devrons choisir arbitrairement un point de départ pour décrire le trajet du sang dans le cœur. C'est très souvent la phase de contraction isovolumétrique qui va être utilisée comme début du cycle cardiaque. Cette phase de contraction isovolumétrique du ventricule gauche est donc la phase d'assez courte durée qui est encadrée en rouge donc sur ce schéma. La contraction du ventricule gauche va débuter environ 4 centièmes de seconde après le début du complexe QRS. À ce moment-là, la quantité de sang contenue dans le ventricule gauche est maximum. C'est le VTD, volume télédiastolique. Et vous pouvez noter que les valves aortiques et auriculo-ventriculaires sont fermées. Autrement dit, cette phase se fait alors que la cavité ventriculaire est isolée avec une valve fermée à l'entrée et une valve fermée à la sortie. Dès le début de la montée en pression dans la cavité ventriculaire, la valve auriculo-ventriculaire gauche va en effet se fermer. Donc le ventricule gauche sera un espace clos entre les deux valves fermées, comme je vous l'ai dit. Au fur et à mesure que l'onde de dépolarisation progresse et qu'augmente le nombre de fibres en état de contraction, la pression va augmenter à l'intérieur du ventricule gauche sans que le volume de sang contenu par celui-ci ne change, puisque les valves sont closes. C'est donc la phase de contraction isovolumétrique. Contraction, car augmentation de pression, isovolumétrique, car pas de changement du volume. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il au niveau de la pression aortique? Eh bien, la pression baisse, puisque le sang continue sa course vers la périphérie. Le sang contenu dans l'aorte continue d'être éjecté et progresse en direction des organes. Cette baisse de pression aortique va être brusquement interrompue lorsque la pression à l'intérieur du ventricule gauche va dépasser la pression aortique. Autrement dit, c'est un phénomène qui va signer la fin de cette phase de contraction isovolumétrique, puisque la différence de pression va entraîner l'ouverture de la valve aortique. Donc, la phase de contraction isovolumétrique est excessivement courte. Elle se traduit par une baisse de pression aortique, une augmentation brutale de pression ventriculaire et un maintien du volume ventriculaire à un niveau donc stable. Lorsque la valve aortique va s'ouvrir, la contraction isovolumétrique va se terminer et le sang contenu par le ventricule va être éjecté dans l'aorte. Et notez que à ce moment-là, la pression aortique sera à son niveau le plus bas. On parlera pour la pression aortique de pression artérielle diastolique. Donc, s'il faut résumer cette phase de contraction isovolumétrique, vous retiendrez qu'elle débute par la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire gauche, qu'on appelle aussi valve mitrale, que cette contraction est dite isovolumétrique, ce qui signifie que le volume ventriculaire ne change pas, qu'au cours de cette phase, la pression aortique baisse, bien que la pression intraventriculaire augmente, et que c'est l'ouverture de la valve aortique qui va être induite par le fait que la pression intraventriculaire devient supérieure à la pression aortique, qui va signer la fin de cette phase de contraction isovolumétrique. Se produit alors, comme vous vous y attendez, l'éjection ventriculaire. Cette éjection ventriculaire va se faire en 2 temps. Le sang va s'écouler du ventricule gauche, ou va être plus exactement éjecté par le ventricule gauche dans l'aorte, tant et aussi longtemps que la valve aortique va rester ouverte. Pendant les 250 premières millisecondes environ de la phase d'éjection, la pression dans le ventricule gauche continue d'augmenter et reste supérieure très légèrement à celle de l'aorte. L'écoulement du sang va donc être lié à cette différence de pression. C'est ce que l'on appellera la phase active d'éjection. Puis, la pression intraventriculaire va commencer à diminuer. Malgré cela,
le sang va continuer de se déverser dans l'aorte, de quitter le ventricule gauche. C'est d'autant plus surprenant que la pression dans l'aorte est légèrement supérieure à celle qui existe à ce moment-là à l'intérieur du ventricule gauche. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible tout simplement parce que le sang, lorsqu'il va être mis en mouvement au cours de la phase active d'éjection, va acquérir une certaine énergie. Et cette énergie va permettre ce mouvement de sang malgré à l'encontre d'une différence de pression. Cette deuxième phase d'éjection va être qualifiée de phase d'éjection passive. Pendant cette phase passive, l'écoulement du sang des veines pulmonaires vers les oreillettes augmente assez rapidement, entraînant une augmentation de la pression intra-auriculaire. Donc la pression en jaune va augmenter. La valve aortique ensuite va se fermer, ce qui bien évidemment va mettre un terme à la phase d'éjection. Lorsque le ventricule se vide de son sang, le volume ventriculaire va bien évidemment diminuer. Le volume ventriculaire diminue et va passer de son VTD, volume télédiastolique, à son VTS, volume télésystolique, volume en fin de systole, en fin de contraction, plus exactement en fin d'éjection. À la fin de la phase d'éjection, le volume persistant sera donc un volume minimum. Nous pourrons nous poser plus tard la question de savoir est-ce que ce volume minimum est égal à 0? Autrement dit, est-ce que le ventricule se vide complètement? Nous reviendrons sur cette notion. En résumé, l'éjection ventriculaire débute par l'ouverture de la valve aortique. Elle se déroule en deux phases successives. La première phase est active et elle est liée à la différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte, différence de pression générée par la contraction du ventricule gauche. La deuxième phase d'éjection est passive et elle est due à l'inertie de la masse sanguine. La fermeture de la valve aortique enfin va signer la fin de l'éjection ventriculaire. Va ensuite se produire une phase qui est qualifiée de phase de relaxation isovolumétrique ventriculaire. C'est à nouveau une phase qui est assez courte. Au moment où la valve aortique se referme, les fibres musculaires du ventricule gauche sont en pleine relaxation. Le ventricule contient encore un certain volume de sang, le VTS, le volume télésystolique, et les deux valves sont fermées. Nous avons donc une relaxation sans possibilité de changement du volume, et donc une relaxation dite isovolumétrique. Pendant cette phase, la pression aortique décrit une remontée transitoire. C'est ce que l'on appelle l'onde dicrote, ou encore l'incisure catacrote telle que c'est décrit sur ce schéma. Donc ce sont deux synonymes, onde dicrote ou incisure catacrote. Cette onde est attribuée à la fermeture de la valve aortique. On voit que la fermeture de la valve aortique va provoquer une petite remontée de pression dans l'aorte, et on verra que cette fermeture de valve aortique s'accompagne également de la création d'une turbulence, d'une vibration, qui va donner naissance à un des bruits cardiaques, le deuxième bruit cardiaque illustré ici sur le tracé du phonocardiogramme. Ne vous inquiétez pas, j'ai conscience de ne pas avoir encore décrit le premier bruit cardiaque, mais nous reverrons ces bruits un peu plus tard. Les courbes de pression de l'oreillette gauche et du ventricule gauche vont se croiser. Autrement dit, la pression intraventriculaire va devenir inférieure à la pression intra-auriculaire. En toute fin de phase de relaxation isovolumétrique, la pression intraventriculaire devient inférieure à la pression dans l'oreillette. Évidemment, ceci va entraîner l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire gauche, ou valve mitrale, et va donc signer la fin de la phase de relaxation isovolumétrique ventriculaire. En résumé donc, la phase de relaxation isovolumétrique débute
lors de la fermeture de la valve aortique. Elle se caractérise par la relaxation des muscles ventriculaires alors que les valves sont fermées. Notez cependant que cette diastole ventriculaire, cette relaxation, était déjà présente lors de la phase d'éjection passive. Le ventricule n'attend pas la phase de relaxation isovolumétrique pour démarrer sa relaxation. Il commence sa relaxation au début de la deuxième phase d'éjection. L'onde de pression aortique décrit une remontée au cours de cette phase de relaxation isovolumétrique que l'on appelle l'onde d'Icrotte. Et cette phase de relaxation se termine par l'ouverture de la valve mitrale, ouverture qui est produite par la différence de pression entre l'oreillette et le ventricule. Le remplissage ventriculaire va alors pouvoir se produire. En effet, entre le moment où la valve mitrale s'ouvre, à la fin du relâchement isovolumétrique, et le moment où la valve mitrale va se refermer au début de la contraction isovolumétrique, l'oreillette gauche et le ventricule gauche vont pouvoir communiquer librement. Lorsque le cœur est au repos, autrement dit lorsque la fréquence cardiaque est faible, alors nous verrons que la durée de la relaxation ventriculaire est plus longue. Et lorsque la relaxation ventriculaire est longue, on va distinguer très nettement 3 phases de remplissage ventriculaire. Et nous allons, à la diapositive suivante, en décrire la première d'entre elles. La première de ces phases de remplissage ventriculaire est ce que l'on appelle la protodiastole. La protodiastole correspond à une phase de remplissage rapide du ventricule sous l'effet de la différence de pression importante qui existe à ce moment-là entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Différence de pression importante, c'est peut-être en effet exagéré si l'on s'en tient à ce schéma. Mais cette différence de pression, en tout cas, sera suffisante pour permettre ce remplissage rapide. Vous voyez que cette phase de protodiastole est assez efficace en termes de remplissage, puisque sur le schéma du volume, sur la courbe du volume plus exactement, le VTS va augmenter assez nettement et on considère que c'est environ 80% du remplissage ventriculaire qui va se faire au cours de cette première phase. La deuxième phase correspond à ce que l'on appelle la mésodiastole. La mésodiastole est une phase dite également de diastasis. C'est une phase où les mouvements de sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche sont pratiquement nuls. La courbe de volume intraventriculaire forme à ce moment-là un plateau. Les pressions intraventriculaires et intra-auriculaires s'égalisent au début de la mésodiastole. Ce qui n'est pas forcément évident sur ce schéma encore une fois, puisque pour des raisons graphiques, on a préféré maintenir une certaine superposition entre la courbe orange et la courbe jaune. Quoi qu'il en soit, on peut s'étonner d'avoir une phase dite de remplissage ventriculaire, la mésodiastole en l'occurrence, phase au cours de laquelle il n'y a pas de mouvement de sang, et donc phase au cours de laquelle il n'y a pas de remplissage ventriculaire. Cette deuxième phase est donc un peu curieuse en ce sens que elle ne participe pas au remplissage ventriculaire. La courbe de volume nous l'indique bien en formant cette espèce de plateau. La troisième phase maintenant de remplissage ventriculaire correspond à la reprise de l'écoulement du sang sous l'effet de la contraction de l'oreillette. Cette dernière phase, la télédiastole, représente environ 20% du remplissage du ventricule. Elle permet 20% du remplissage du ventricule. La contraction de l'oreillette entraîne une élévation de la pression dans l'oreillette gauche, mais aussi dans le ventricule gauche, puisque la valve auriculo-ventriculaire est ouverte. Et donc cette phase de télédiastole se traduit par une reprise de l'écoulement et une augmentation de pression dans les deux cavités. Puis, l'oreillette gauche a fini de se contracter, elle commence à se relaxer, elle va donc se traduire, cette relaxation, par une baisse de la pression dans le ventricule gauche,
Baisse de la pression qui va suffire à un moment donné à fermer la valve auriculo-ventriculaire gauche et ainsi signer la fin de la phase de télédiastole. S'il faut résumer donc le remplissage ventriculaire en quelques mots, nous pouvons dire que la diastole ventriculaire se produit entre l'ouverture de la valve mitrale et sa fermeture. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Non, pas tout à fait, j'en conviens, puisque nous l'avons dit précédemment, la diastole ventriculaire va démarrer un peu plus tôt, c'est-à-dire au début plus exactement de la deuxième phase d'éjection. Donc il convient de dire que le remplissage ventriculaire se déroule entre l'ouverture de la valve mitrale et sa fermeture, que ce remplissage ventriculaire se décline en 3 phases, la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole, en retenant que la mésodiastole a ce site particulier qu'elle ne se traduit pas par un mouvement de sang dans le ventricule. Et enfin, nous retiendrons que la fin de la diastole, qu'on appelle la télédiastole, va ramener le volume ventriculaire à sa valeur maximale. On va se retrouver à ce moment-là avec un volume qui est égal au volume télédiastolique. Donc, comme je l'ai souligné, il existe une relative incohérence dans la description du remplissage ventriculaire avec la phase du milieu, la mésodiastole, au cours de laquelle il n'y a pas de remplissage. Alors, sans vouloir être finaliste, on peut s'interroger sur le rôle que va jouer cette mésodiastole dans la physiologie cardiaque. Cette phase va être, comme je vous l'avais dit précédemment, surtout évidente, surtout importante, lorsque l'on est à une fréquence cardiaque de repos. Et cette phase va avoir tendance à disparaître lorsque la fréquence cardiaque augmente. Nous avons sur ce tableau indiqué les valeurs en secondes de la durée d'un cycle cardiaque et les valeurs respectives pour ce cycle cardiaque de la durée de la systole et de la durée de la diastole. Lorsque nous sommes à fréquence faible, une fréquence de 75 battements par minute, qui est une fréquence dite de repos, ou lorsque notre cœur bat à une fréquence beaucoup plus élevée, qui est une fréquence de l'ordre de 200 battements par minute. Il faut noter que c'est une fréquence élevée que l'on rencontre seulement au cours d'un exercice physique intense et encore chez des sportifs entraînés. Nous voyons que la contribution de la systole et la contribution de la diastole à la diminution de la durée du cycle cardiaque n'est pas équivalente. En effet, une réduction de plus de 60% de la durée du cycle cardiaque se traduira par une réduction de 40% de la durée de la systole et par une réduction de près de 75% de la durée de la diastole. C'est donc surtout sur la durée de la diastole que l'on va récupérer le temps nécessaire à la diminution du cycle cardiaque lorsqu'il va falloir que notre cœur batte plus vite. On sait que c'est au cours de la diastole que le muscle cardiaque va être irrigué par le sang des artères coronaires. Et plus particulièrement, la portion sous-endocardique, la portion de muscle la plus proche des cavités, est une portion qui va vraiment n'être irriguée pratiquement que dans les périodes de diastole. Si la diastole devient trop courte, il y a un risque de mauvaise irrigation de cette zone du muscle cardiaque. De plus, le remplissage ventriculaire se faisant au cours de la diastole, si la diastole est trop courte, à fréquence très élevée, il y a un risque de mauvais remplissage. En réalité, on considère que, à condition que le retour veineux soit suffisant, le remplissage ventriculaire va se faire de façon correcte jusqu'à une fréquence de 180 battements par minute. De la fréquence de repos jusqu'à cette fréquence maximum, le débit cardiaque va augmenter parallèlement à la fréquence. Au-delà de cette fréquence maximum, le débit va rester stable
pourra même éventuellement diminuer. Et donc nous appréhendons ici une notion qui est qu'il existe une fréquence cardiaque maximum au cours de laquelle les phénomènes de remplissage et d'irrigation du muscle cardiaque ne seront plus suffisants pour continuer de permettre une augmentation de son débit. Vous aurez également noté que le schéma que je commente depuis plusieurs diapositives est notoirement incomplet en ce sens que les axes des abscisses et des ordonnées font défaut. Or, depuis que vous avez commencé des études scientifiques, on vous dit un schéma doit toujours comporter une légende pour les axes, ce qui est fait, une unité, ce qui est fait, mais également une échelle. Si nous rétablissons ces axes maintenant, nous allons pouvoir parler des variations des différents paramètres, des différentes pressions, mais également des variations du volume. Pour ce qui est du temps, nous venons d'en parler. Nous avons dit que pour une fréquence de repos, de l'ordre de 75 battements par minute, un cycle cardiaque durait donc environ 0,8 secondes, 8 dixièmes de seconde. Pour ce qui est du volume ventriculaire, nous voyons que sur cet exemple, le volume ventriculaire va passer de 70 ml à son volume le plus faible à 130 ml à son volume le plus élevé. Nous pouvons tirer de cela plusieurs enseignements. Premier enseignement, question que nous nous sommes posée un peu plus tôt, est-ce qu'à la fin de la contraction, le ventricule gauche est ou pas complètement vide? La réponse est non, puisque dans notre exemple, à la fin de l'éjection, le ventricule gauche contient encore 70 ml de sang. C'est le volume télésystolique. Deuxième enseignement, combien est-ce que le ventricule gauche est capable d'éjecter de sang en une contraction? Eh bien, sur cet exemple, au cours d'une seule contraction, le ventricule va éjecter 60 ml. C'est donc le volume d'éjection systolique dont nous avons parlé. On peut se demander maintenant si ces volumes sont constants. Eh bien, la réponse est non. Ces volumes ne sont pas constants. Ils dépendent, entre autres choses, de la géométrie du cœur, autrement dit de la taille des cavités ventriculaires. Nous n'avons pas tous, les uns et les autres, un cœur qui présente les mêmes caractéristiques en termes de taille des cavités, autrement dit, notre cylindrée n'est pas la même. Contentons-nous maintenant d'observer les courbes de pression. La courbe en vert est, nous l'avons dit, la courbe de pression artérielle, donc mesurée au niveau aortique. Cette courbe passe par un minimum que l'on appelle la pression artérielle diastolique, ou PAD. Dans notre exemple, la pression artérielle diastolique a une valeur de 80 mm de mercure. Cette courbe passe ensuite par un maximum, qui s'appellera évidemment pression artérielle systolique, et qui, dans notre exemple, a une valeur proche de 120 mm de mercure. Il s'agit ici de valeurs normales, de valeurs physiologiques de la pression artérielle. Ces deux chiffres vous seront donnés au cabinet du médecin dans une unité qui ne sont pas les millimètres de mercure, mais qui sont les centimètres de mercure. En effet, le médecin, quand il prend votre pression artérielle, il vous indique un chiffre qui va être le chiffre de 12/8, par exemple, qui est une pression normale. Ça devrait être le cas pour vous et moi qui sommes des jeunes gens en bonne santé et donc qui avons une pression tout à fait normale. Notez que la pression artérielle diastolique est la pression à laquelle la valve aortique va être capable de s'ouvrir. Notez aussi que le passage de la pression artérielle systolique à la pression artérielle diastolique va se faire avec un petit ressaut que l'on a appelé donc incisure catacrote ou onde dicrote dont nous avons déjà parlé. La morphologie des courbes de pression artérielle varie en fonction du lieu de mesure de cette pression artérielle ou encore en fonction de l'âge du patient. Nous avons ici deux tracés, avec à la gauche un sujet jeune et à la droite le tracé obtenu chez un sujet âgé.
Chez le sujet âgé, les artères sont plus rigides. Et de ce fait, le pic systolique va être plus élevé, mais également légèrement retardé. Et l'onde diastolique, en grisé, plus léger sur ce schéma, va être légèrement diminuée. Donc vous voyez que l'aspect de ces deux courbes sont effectivement très différentes. D'autres modifications de la courbe de pression artérielle pourront être observées dans différentes situations pathologiques. Là, ce n'est pas une situation pathologique, il s'agit de vieillissement physiologique. Notre pression artérielle, au cours du vieillissement, va effectivement présenter certaines variations. Bien entendu, les valeurs elles-mêmes de pression artérielle systolique et de pression artérielle diastolique peuvent varier. C'est ce que l'on appellera une hypertension artérielle en cas d'élévation de ces chiffres, ou au contraire, ce qui est peut-être plus rare quand même, une hypotension artérielle en cas de diminution de ces chiffres. Vous reviendrez sur ces notions de pathologie dans les années supérieures. Vous pouvez également reconnaître ici que les valeurs de pression présentent des fluctuations au cours de la journée. Vous avez ici un chronogramme de pression artérielle systolique dans la partie supérieure et diastolique dans la partie inférieure. Et nous voyons que les valeurs entre 22 h et 6 h du matin sont les plus basses, étant entendu qu'il s'agit ici d'un individu qui se repose au cours de la nuit et qui travaille au cours de la journée. Donc le paramètre pression artérielle est un paramètre qui fluctue, qui est donc sujet à un rythme que l'on appelle un rythme circadien, avec des valeurs plus basses la nuit pendant notre repos et plus élevées pendant la journée au cours de l'activité. Revenons maintenant sur notre schéma qui illustre les pressions. Et nous allons nous focaliser cette fois-ci sur la pression intraventriculaire, donc la courbe en orange. Elle aussi, évidemment, évolue entre une valeur minimale et une valeur maximale. Le minimum de pression va être baptisé ici pression télédiastolique du ventricule gauche. Cette pression télédiastolique du ventricule gauche, ou PTD-VG, a dans notre exemple une valeur voisine de 0 mm de mercure. Le maximum de la pression du ventricule gauche est baptisé pression télésystolique du ventricule gauche, ou PTS-VG. Il a dans notre exemple une valeur proche de 120 mm de mercure. Et vous noterez tout de suite que cette valeur de 120 mm de mercure est semblable à la valeur de la pression artérielle systolique. En revanche, les pressions artérielles les plus basses et ventriculaires la plus basse sont très différentes. Vous vous souviendrez que le ventricule droit, par ailleurs, présente le même type de tracé, mais là, nous avons des pressions qui évolueront au niveau du ventricule droit entre 0 et 25 mm de mercure environ, et non pas 0 et 120 mm de mercure, comme nous le voyons ici pour le ventricule gauche. La courbe en jaune, enfin, est la courbe de pression intra-auriculaire. Elle aussi va évoluer, bien que sur une échelle beaucoup plus réduite que les pressions précédentes, sur une valeur minimum vers une valeur maximum. Cette pression intra-auriculaire décrit trois ondes successives nommées A, C et V. L'onde A est due à la systole auriculaire. Lors de cette systole, il y a une certaine régurgitation de sang dans les veines caves et les veines pulmonaires lorsque les oreillettes droite et gauche se contractent. Ceci est possible car il n'y a pas de valve efficace entre les veines et les oreillettes. Certes, il vous a été décrit dans le cours d'anatomie l'existence d'une valve rudimentaire de la veine cave inférieure, appelée également valvule d'Eustache, qui n'est en fait qu'un simple repli en forme de croissant semi-lunaire, mais qui n'a aucune fonction physiologique après la naissance, et même, parfois, cette valvule peut être totalement absente. Le phénomène de régurgitation de sang est toutefois limité par la contraction des muscles qui entourent les orifices de ces veines. Cette pression intra-auriculaire. À quoi est-ce que l'onde C correspond maintenant?
Eh bien, l'onde C va correspondre à l'augmentation de pression lors de la contraction isovolumétrique du ventricule gauche. Vous voyez que cette onde C, on retrouve ici la phase, elle survient au cours de la phase de contraction isovolumétrique du ventricule gauche. La pression augmente car les valves auriculo-ventriculaires vont se déformer au cours de la phase, au cours de la contraction du ventricule gauche. Elles se déforment, créant une petite montée de pression. Alors, je dis petite montée de pression, mais vous voyez qu'en amplitude, cette montée de pression présente la même amplitude que la contraction auriculaire. Et ça illustre bien le fait que la contraction du ventricule est beaucoup plus puissante que la contraction des oreillettes et que la contraction du ventricule va se répercuter par la déformation de la valve auriculo-ventriculaire par une augmentation de pression dans l'oreillette. À quoi est-ce que l'onde C correspond? Enfin, l'onde V précède l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire. C'est une montée progressive de pression qui se produit au fur et à mesure que le sang rentre dans les oreillettes et tant que la valve auriculo-ventriculaire est fermée. Ces ondes de pouls se surajoutent aux fluctuations respiratoires de la pression veineuse. En effet, à l'inspiration, la pression veineuse augmente quand la pression intrathoracique diminue. Au contraire, à l'expiration, les phénomènes seront inversés. Enfin, l'onde V précède. Voici dans ce tableau quelques exemples de valeurs moyennes et de valeurs normales de pression mesurées à différents endroits. Oreillette droite, ventricule droit en systole, ventricule droit en diastole, artère pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche en systole et en diastole, et enfin l'artère brachiale. Encore une fois, ces chiffres ne sont pas à retenir par cœur, parce qu'ils figurent dans tous les bons manuels, mais ce qui est important, je crois, c'est d'en retenir l'ordre de grandeur, parce qu'il permet de mieux retenir les différents phénomènes. Voici, pour rester dans les chiffres, il sera utile, à partir des valeurs de volume systolique et de volume télédiastolique, de calculer la fraction d'éjection, que l'on note FE, qui est en fait tout simplement le rapport, exprimé en pourcentage, du volume systolique par le volume télédiastolique. Chez un individu normal et au repos, la fraction d'éjection est comprise entre 54 et 64%. Autrement dit, le ventricule gauche se vide d'environ 60% de son contenu au cours d'une contraction. À l'exercice, cette valeur, cette fraction d'éjection, peut avoisiner les 100%. Autrement dit, le cœur peut se vider de la totalité de son contenu. À l'opposé, dans certaines pathologies, la fraction d'éjection peut descendre jusqu'à une valeur de 20% seulement. Nous reviendrons sur ces notions de cœur défaillant ou d'adaptation à l'exercice à propos du débit cardiaque. Il est en effet évident que lorsque vous multipliez le volume systolique exprimé en millilitres pour un battement par la fréquence cardiaque exprimée en battements par minute, vous allez obtenir un débit qui sera exprimé en millilitres par minute et qui sera le débit de notre pompe cardiaque.